Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va pas analyser des actions spécifiques, on va plutôt parler méthode d'investissement, la méthodologie, qu'est-ce qui est notre fil conducteur au niveau de l'investissement en bourse et on va voir, je vais vous partager un peu ma méthode, ce que je pense au niveau des marchés financiers. Et ce qui peut être intéressant d'être mis en place, voilà, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là cette prétention, mais voilà, pour vous donner un peu moi ce que j'utilise dans mon investissement au niveau PEA, je vais me concentrer sur le PEA, pas sur le CTO, et différentes choses qui font que je pense qu'il est important d'investir, que ça soit le plus tôt possible. Donc on commence directement avec la première infographie que je voulais vous partager. C'est le coût d'essayer de timer le marché. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, bon, ben, je vais attendre une correction, les marchés sont trop hauts, les marchés sont surévalués, je vais attendre la prochaine crise, le crack de la prochaine bulle, etc. Donc ils reportent leur investissement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de préjudiciable sur du long terme. Parce que on va avoir le graphique, l'infographique, comme je vous l'ai dit, de 1980 par exemple à, on va dire aujourd'hui, hein, c'est à peu près à la crise du Covid. Et ça, c'est le cours du SP 500, hein, si je vous dis pas de bêtises, ou peu importe quel cours, hein, que ça soit le Nasdaq, mais bon, ça, on est sur les US, c'est sûr. Vous voyez qu'en 1980, on a 10 000 euros qui sont investis, hein, et on a quand même le Black Monday de 1987, boum, petit crack. On a la première guerre du Golfe, hein, les années 90, choc pétrolier, etc. Petit crack également. On a le crash des obligations, hein, pareil, léger crack. On a la crise asiatique hein, en 97. Ensuite, vous avez d'autres faits en 98, plus grosse correction. La bulle des années 2000, hein, qu'on voit ici, qui a duré quand même pas mal de temps, hein, avec les attaques terroristes du 11 septembre qui ont frappé le World Trade Center aux États-Unis, hein, le cœur économique quand même aux États-Unis. Vous avez, boum, la seconde guerre du Golfe en 2003, hein, donc là, on va avoir une petite correction, mais vous voyez que les marchés financiers vont quand même continuer. On va monter crescendo jusqu'en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, hein, donc vous voyez ici la crise financière, la crise des subprimes, etc. Les prêts, l'argent facile, l'argent gratuit, où on permettait à des familles américaines de s'endetter sans problème. Il y a des personnes qui achetaient 4, 5 maisons sans difficulté avec un mélange voilà, d'actifs toxiques mélangés à plusieurs prix, dans plusieurs prêts. Donc un joyeux, entre guillemets, bazar au niveau des marchés financiers. Donc la forte crise, hein. Vous voyez que de 2008 à 2009, on a un gros carac. La Banque centrale qui réagit hein, sur 2009. On a en 2010 la Grèce hein, qui a un gros souci avec son économie également en crise. La crise du crédit au niveau US en 2011, hein, mais vous voyez que le marché il est résilient, il continue. Vous avez 2013 également, vous avez le Brexit en 2016 hein, qui secoue les marchés. Vous avez l'élection de Donald Trump en 2016, hein, première fois qu'il est élu, boum, petite crise, mais ça repart. Là, vous avez également la crise du Covid en 2020, donc grosse chute, mais avec une injection massive de liquidités qui a permis au marché de rebondir. Et maintenant, on réarrive sur les plus hauts, hein, le SP500, je crois que ces derniers jours, a dépassé les 6800, hein, qui a battu ses précédents records. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir d'une infographie comme ça? C'est que peu importe les éléments qui se passent, peu importe les crises, peu importe les doutes, peu importe ce qu'il se passe dans le monde, ce qui fait tourner le monde, c'est l'économie. L'économie, les entreprises, que ce soit l'inflation, que ce soit les guerres, que ce soit les pandémies, etc. Alors certes, il y a des crises, hein, comme on l'a vu. Vous avez deux grosses crises avec la bulle Internet, la crise des subprimes, le Covid. C'est on va dire, les trois plus violentes sur les 40 dernières années, 45 dernières années. Mais 10 000 euros investis en 1980, vous y touchez pas. Vous avez quasiment 200 000 euros 40 années plus tard. Donc vous faites un fois 20. Donc je pense que faut toujours garder à l'esprit que même s'il y a des crises, et il y en aura toujours, ça fait partie de l'histoire économique, ça fait partie du monde dans lequel on vit, et ça continuera de faire partie, hein. Il y aura peut-être la prochaine crise, ça sera peut-être un crack au niveau de l'IA, hein. Il y a énormément de choses au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a eu le crack sur les NFT, là. Il y avait des NFT, premier tweet Twitter
formuler en NFT qui valait 100 000 quelques mois ou années plus tard. Enfin, le truc, il valait même pas 2000 $. Donc, forcément, il y aura des bulles, forcément, il y aura des crises. Mais si vous restez sur des indices, ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant. Donc, le premier point que je voulais vous partager, c'est essayer d'être investi le plus tôt possible. Et que même si vous investissez par malchance sur un haut, vous continuez d'investir, vous pouvez faire du DCA, et voilà, vous lissez votre point d'entrée, donc tous les mois, vous achetez, ou tous les trimestres, ou quand vous avez une somme assez importante pour vous, voilà, vous pouvez faire un DCA, on va dire, amélioré. Le second point que je voulais voir avec vous, c'est sur cette infographie-là, c'est ne pas essayer de timer le marché. Il y a énormément de personnes qui disent oui, on est trop au niveau des marchés, les marchés vont s'effondrer, etc., etc., etc. Ou alors qui essaient de timer en disant là ça a monté, boum, je sors une partie de ma position, ou je sors totalement du marché, j'attends. Manque de bol, vous pensiez que le marché allait baisser, et boum, le marché il explose à la hausse. Voilà, c'est l'économie au niveau de la bourse. Ça ne suit pas forcément le même timing que l'économie réelle. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez important de résister à la tentation de timer le marché en pensant qu'on va être plus fort que les autres, plus fort que les autres opérateurs, plus fort que le marché, en se disant j'ai la capacité de savoir quand ça monte, quand ça baisse. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Loup de Wall Street. Il y a une scène célèbre là où avant qu'il se tape sur la poitrine. Et il dit tout simplement quelque chose qui est un peu vrai. Les actions, ça monte, ça baisse, ça peut même se barrer sur le côté, nous on s'en fout. Et ben les actions, ça monte, ça baisse. Bon, techniquement, ça peut pas se barrer sur le côté, mais c'est très difficile de timer le marché. C'est ça que je vais vous partager. Donc vous voyez sur cette infographie la valeur de 10 000 € investis sur le SP500. Hein. Donc quand vous êtes investi tous les jours, donc je ne vais pas vous faire des cours d'anglais, je suis une brêle en anglais. Donc vous voyez que si vous êtes resté investi sur le marché, quelques années plus tard, hein, donc de 2003 à 2022, vous avez 64 844 $ en portefeuille. Si vous avez manqué les 10 meilleurs jours, et bien là, c'est vraiment quelque chose, un coup de bambou. Hein. Vous divisez par plus que 2 le ratio de votre plus-value. Vous manquez les 20 meilleurs jours, vous êtes à 17 826 $. Vous manquez les 30 meilleurs jours, on parle d'une période de 10 ans, hein. Les 30 meilleurs jours, vous n'êtes plus qu'à 11 701 $. Donc vous gagnez que, entre guillemets, 1701 $. Vous manquez les 40 meilleurs jours, vous basculez en négatif, etc. Les 50, les 60, vous avez compris la logique. Il vaut mieux rester investi sur le marché, même si le marché baisse, parce que vous n'allez pas avoir, sauf chance, le timing parfait, surtout si vous entrez, sortez. Et en plus, ça va vous multiplier les frais de votre courtier. Donc votre courtier sera content. Vous, je vous garantis que sur votre portefeuille, vous allez être moins content. Donc petite infographie de Visual Capitalist qui est pour moi très bien faite et très parlante. Donc cependant, est-ce qu'il faut rester investi comme je vous l'ai dit, donc via un ETF notamment, hein, on reste sur les marchés très longtemps, on fait du DCA, on attend. Ça, c'est quelque chose d'avoir une seule stratégie qui pour moi n'est pas la bonne méthode. Personnellement, je fais un mixte entre des achats sur des ETF, que ça soit SP500, sur de la Chine, sur du Japon, ça peut être sur des pays émergents, ça peut être sur l'Europe. Hein. Vous avez du stock 600, des indices sur les 50 plus grosses sociétés européennes, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dans votre portefeuille. Mais j'ai vraiment cette méthodologie de me dire, je mets une partie au niveau des ETF, je mets une partie au niveau des actions solides qui versent des dividendes, et je me fais un petit package avec du stock picking, mais je vais vous montrer que pris séparément, ces trois modèles ont un gros problème. Au niveau des ETF, vous voyez ici à l'écran, c'est le Nikkei, hein, l'indice japonais, sur une grosse période, hein, des années 70 à 2025. Donc on a 55 ans de Nikkei devant nous. Une personne qui investit au pire moment, au début des années 90, hein, c'est une personne qui ne va retrouver son investissement que récemment. Hein. Le Nikkei, il est monté, on va le voir sur Pro All Time après. Donc il va mettre tout simplement 35 ans s'il investit toute sa somme ici, mais même s'il lit son investissement, on va dire qu'on va avoir une médiane ici, qui a retrouvé son investissement
pas des plus-values, hein, juste son investissement 30 ans plus tard. Et donc avec l'inflation, techniquement, il a perdu de l'argent. Donc on va aller basculer sur Royal Time, ça sera plus parlant, je pense. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de zoomer un peu. Tac. Hop. Donc là, une personne qui investit ici, par exemple, ne va retrouver, on est bien d'accord, son argent que en 2024. Donc vous voyez, investi ici dans les années 90, 2024, 34 ans pour retrouver ces fonds. Donc avec toute l'inflation qui est passée, je vous raconte pas le désastre. Si on fait du DCA, on va dire qu'on a lissé le prix. On va avoir un prix à peu près à ce niveau-là, hein. Si on fait le plus haut ici, le plus bas ici, on arrive à peu près hop, dans cette zone. Donc une personne qui investit en DCA sur toute cette période ne va être gagnant qu'en 2020, en ayant déjà investi à partir de 90. Donc ça lui fait 30 ans. 30 ans, ça peut être très très long, et c'est très très long dans la vie d'un investisseur. Vous commencez à 30, là vous avez 60 ans, hein. Vous partez à la retraite, au final vous avez rien fait. Vous avez rien fait, vous avez même perdu de l'argent sur du long terme. Donc ne se cibler que sur des ETF, ça peut être compliqué. Et des décennies perdues, donc là c'est plus que des décennies, c'est 30 ans perdus sur le marché japonais, mais des décennies perdues, ça peut exister, et on peut en avoir, que ce soit sur les marchés français, sur les marchés américains, sur les marchés chinois, etc. Donc tout mettre sur un seul ETF, pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Tout mettre également sur des actions à dividendes, on peut se prendre quelques exemples, hein. Donc vous avez Pernod Ricard, hein, donc, sur les spiritueux, etc. Donc actions solides quand même. Pernod Ricard, si vous avez investi ici, en 2014, vous avez performé fortement. Hop là, Microsoft, tu peux t'en aller. Vous avez performé fortement, mais là, vous avez la chute de l'autre côté. Et une personne qui investit, on va dire, tout son portefeuille parce qu'il croit dur comme fer dans le groupe Pernod Ricard, achat à 218, voilà, il met le paquet, on va dire ici. Sur mars 2023, il se dit ça va continuer de monter, ça va performer, ça va taper les 400. 2023, en 2025, 2 ans plus tard, le coco il a perdu 61% de son portefeuille. Et avant que Pernod Ricard retrouve ses niveaux ici, s'il les retrouve, on le verra juste après, il y a des actions qui ne retrouvent jamais leur niveau, là il faut avoir, entre guillemets, les reins solides et les nerfs solides pour conserver une position. Après, là, une personne qui a moins 60% de son portefeuille, je suis pas sûr qu'il garde la tête bien lucide, bien nette, sur l'investissement boursier. Pernod n'est pas un cas isolé, hein. On peut prendre Edenred par exemple, hein, donc action que je suis régulièrement sur les avantages aux salariés. Donc vous voyez, on va faire un peu le ménage, en mensuel, donc une personne pareille qui investit en 2023 sur Edenred, hein, sur les plus hauts, en disant que ça va continuer, eh ben, elle est perdante de 67%. Donc là, on a eu un fort rebond ces derniers temps, donc de 60%. Mais avant qu'Edenred revienne taper son investissement de départ sur les 62, eh ben, je pense que l'investisseur, il peut bien attendre, après j'ai pas de boule de cristal, hein, mais peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être que ça reviendra jamais sur ces niveaux. C'est possible aussi. Vous savez, tout est possible au niveau de l'investissement sur les marchés, il faut bien avoir ça en tête. Et même des actions qu'on peut croire hyper solides, qui craqueront jamais. On a le cas de Ferrari très récemment, hein. Vous voyez Ferrari, donc c'est un crash relatif, hein. On est bien d'accord. Là, la tendance de fond est haussier. C'est pas mon propos de dire que ça dérape dans tous les sens. Une personne qui investit sur les plus hauts à 491, là, ces derniers temps, une belle chute de 34% sur une action comme Ferrari, qui est une action avec un groupe qui dégage toujours des bénéfices. Donc vraiment quelque chose qui peut arriver sur n'importe quelle action. On peut prendre le luxe également, donc la société LVMH. LVMH, un fleuron de l'industrie française. Hop là, on va nettoyer un peu tout ça également, hein, au niveau du graphique. Donc vous voyez que là on va faire un peu d'analyse technique pour le fun. Hop, dans un biseau, hein, donc on peut le placer ici. Est-ce qu'il cassera pas là? Commence à y avoir une réaction mensuelle sur la résistance, hop, sur la résistance oblique.
Donc c'est est-ce qu'il dépassera pas? Bonne question. Mais en attendant, les personnes qui ont investi tout leur portefeuille, on va dire, sur LVMH, que ce soit en 2023 ou en 2024, on va prendre 2023, à un moment donné, on était sur du moins 50 LVMH. Donc quelque chose qui est quand même assez important au niveau psychologique pour un investisseur. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et enfin, on pourrait se dire, bon, bah, je vais faire du stock picking sur des petites valeurs, voire des penny stocks, etc. Donc, je vais vous montrer bah, mon portefeuille boursier, hein, une action que j'ai détenue. Donc voilà, je suis transparent avec vous, hein, vous avez le compte, bon forcément vous n'avez pas le numéro, hein. Et c'était une action que j'avais, donc DGNV, hein, donc une action aux fondamentaux dégueulasses, hein, on va pas se mentir, purement spéculative. Donc vous voyez que j'avais 5150 titres en portefeuille, hein, un PRU très bas, hein, 0,14, et je suis à moins 100%, tout simplement parce que l'action a fait faillite. Enfin, la société a fait faillite, donc l'action a été virée de la côte, hein, tout simplement, avec une perte, voilà, toute relative, hein, moins 725 euros, hein, c'est pas ça qui va impacter la performance du portefeuille, même si voilà, ça compte, hein, là, sachant que j'ai redémarré ce PEA, comme je l'avais dit il y a quelques temps. Ça doit faire quoi, un an que je l'ai maintenant, je pense. Mais voilà, juste pour vous montrer que cette action DGNV, si quelqu'un se dit, ouais, je vais faire un gros coup, je vais me mettre sur une penny, sur une action qui peut potentiellement rapporter gros, là, vous pouvez toujours la chercher, DGNV, vous la trouverez pas. Vous la trouverez pas parce que concrètement, elle ne cote plus sur le marché. Et vous pouvez avoir des choses, d'autres pennies, hein, je sais pas, on peut aller sur du C-Box Interactive. Vous voyez que l'action, si on dézoome, c'est une action qui survit, qui font souvent des BSA, du financement dilutif, etc. Donc, c'est des choses qui sont risquées, très risquées. Donc, si jamais vous faites ça, moi je le fais, hein, je continue de le faire. Donc, moins sur des pennies, plus sur des actions à entre 1 et 5 euros ou du dollar pour mon CTO. Je continue de le faire, mais toujours avec une toute petite taille de position et vraiment pour faire quelque chose voilà, d'un peu plus fun au niveau trading sur PEA pour pouvoir gonfler un peu ma capacité, hein, ça marche aussi très bien. Analyse technique, bon rebond, je prends 20-30% sur 1000-2000 euros de position et je peux les réinvestir par exemple dans un ETF ou dans des actions solides à dividendes qui vont durer pendant de nombreuses années et où je vais réinvestir mes dividendes. Donc voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire, il y a vraiment deux points. Investissez le plus tôt possible sur les marchés financiers. Formez-vous le plus possible, que ce soit par des livres, par YouTube, par des formations, etc. J'essaierai peut-être de mettre en place dans les années à venir, pas forcément une formation, mais un petit truc interactif avec notamment le partage de tout ce que j'ai au niveau screener sur mon ordi. Et donc premier point, de faire vraiment attention à rentrer le plus tôt possible sur les marchés. Et le second point, ne pas tout miser sur une seule stratégie, que ce soit des ETF comme on l'a vu, le marché peut faire du surplace, des décennies perdues, des actions qui sont solides, qui sont robustes, mais si elles sont achetées au plus haut, on va avoir un délai d'attente pour qu'elles retrouvent leur niveau si elles le retrouvent, qui va être vraiment handicapant. Et le stop picking à manipuler avec modération et avec des petits montants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!